Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition d'Église du Monde consacrée au Brésil, pays en pleine actualité. Actualité politique tout d'abord, avec les élections présidentielles qui se sont déroulées au mois d'octobre et qui ont porté Dilma Rousseff à la présidence du Brésil. Actualité religieuse également, avec la visite ad limina de l'épiscopat brésilien qui s'est achevée ce mois-ci. C'est la plus longue visite ad limina puisqu'elle dure plus d'1 an, nous le verrons au cours de cette émission. Le Brésil qui est un vaste pays, le plus vaste pays même du continent sud-américain. Il fait d'ailleurs 16 fois la France dans le territoire. Population qui avoisine les 200 millions d'habitants, dont 90% de chrétiens, à majorité d'ailleurs catholiques, nous le verrons également au cours de cette émission, mais de plus en plus les évangéliques prennent une part importante, à peu près 15% de la population. Alors, dans ce pays où les inégalités sociales restent encore très marquées, nous essayons de faire un point sur le Brésil, où en est le Brésil, où va le Brésil, et que fait l'Église catholique dans ce pays-là, que font les églises même d'une manière générale. Nous le verrons avec notre invité Marion Aubray. Marion Aubray, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes anthropologue au Centre de recherche sur le Brésil contemporain de l'École des hautes études en sciences sociales. C'est cela même. Donc merci d'être avec nous, d'avoir accepté notre invitation. Alors ma première question concerne évidemment l'actualité politique, ces élections présidentielles qui se sont déroulées au mois d'octobre. J'aurais bien aimé qu'on vienne là-dessus parce qu'on a vu Dilma Rousseff prendre donc la succession de Lula da Silva. Les deux sont situés à gauche, finalement sur le même parti politique, le Parti des Travailleurs. On le rappelle également, Lula da Silva est une figure assez populaire au Brésil, qui a été élu en 2002, réélu en 2006. Et finalement, si la Constitution l'avait permis, il aurait peut-être été candidat, enfin très certainement été candidat, et très certainement été élu également cette année. Mais c'est Dilma Rousseff qui prend la suite, même lignée politique, cependant, ce n'est pas tout à fait le même style, le même charisme politique, n'est-ce pas? Non, ça ne peut pas être le même style, d'abord parce qu'ils ont des origines sociales absolument différentes. C'est-à-dire? Ils ont des origines sociales, c'est-à-dire que Lula vient, lui, du nord-est du Brésil, il vient du milieu, disons, d'une petite ville en milieu rural, c'est même pas la côte, et Dilma, elle, au contraire, est de la région sud du Brésil, qui est une région, disons, dans laquelle il y a eu énormément d'immigration européenne. Donc elle-même est d'origine centre-européenne et elle a fait des études, c'est une économiste, alors que ce qui est intéressant pour Lula, c'est que c'était un syndicaliste qui a développé, disons, toute sa carrière politique justement à partir de son travail syndical et qui a été très bien accepté puisque au moment là où il va quitter le pouvoir, il a 82% d'acceptation par la population, ce qui est absolument énorme. Ouais. Alors il y a aussi une différence de style. Je veux dire, Lula, c'était quand même la force du verbe. Dilma Rousseff, plus sobre. Tout à fait. Bon, Lula, comme je vous le disais, vient de la région du Nord-Est, qui est une région une région de culture orale, dans laquelle beaucoup de gens n'apprennent pratiquement pas à lire et à écrire. Maintenant, un peu plus, bien sûr. Mais enfin, à l'époque où Lula était jeune, il faisait 2-3 années d'école et pas beaucoup plus. Mais il y a toujours une possibilité de se perfectionner après. C'est ce qu'il a fait, comme en plus c'était un homme fort intelligent, eh bien, il a réussi. Et il a réussi d'abord en tant que syndicaliste. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que dans ce charisme qu'il a et dans cette dimension politique, cette dimension orale, qui était ce qui était culturel chez lui, est ressortie beaucoup parce que c'est un homme qui, dans les débats, est remarquable. Il a une grande intelligence et du fait qu'il est habitué à faire ce qu'on appelle les défis dans le nord-est du Brésil, c'est-à-dire c'est une joute verbale. Oui. Entre deux personnes où il faut improviser continuellement et il a cette capacité dans les discussions politiques qui est absolument remarquable de capter immédiatement ce que dit son interlocuteur et de lui répondre dans la foulée. C'est tout à fait impressionnant. Nous qui sommes de culture écrite, on a un peu perdu cette dynamique-là. Alors on l'a vu au cours de la campagne électorale de ces élections présidentielles, on a parlé beaucoup, en Europe en tout cas, de la bonne santé économique du Brésil. Le Brésil est considéré comme la 8e économie au monde, avec un taux de chômage de 7%, un taux de croissance de 8%, en tout cas c'est ce qui est prévu pour cette année. On a aussi beaucoup parlé de l'impact de la Bolsa Familia, c'est-à-dire cette bourse aux familles très pauvres ou pauvres, à peu près 11 millions au Brésil, qui était donnée en échange de la scolarisation de leurs enfants et de la vaccination de leurs enfants. On estime qu'en 5 ans, le nombre de Brésiliens vivant sous le seuil de pauvreté a diminué de 43%. Alors là, on est dans les chiffres, mais
Concrètement, Marion Aubray, est-ce que la situation des Brésiliens sur le terrain, que vous notamment vous avez pu constater, s'est améliorée et si elle s'est améliorée où, dans quel domaine exactement? Oui, elle s'est un peu améliorée, surtout, et c'est ce qui vient d'être ce que vous venez vous-même de dire, pour les gens les plus pauvres, il y a eu réellement une possibilité, disons, de manger à leur faim. La Bolsa Familia était quelque chose qui n'a pas été promu par Lula, ça avait été promu par le gouvernement précédent, mais ça s'est énormément développé avec le gouvernement Lula, le premier gouvernement de Lula, et ça, c'est quelque chose qui a été très important, parce que surtout, par le fait que ça oblige les familles à envoyer leurs enfants à l'école. Et ça, si vous voulez, le nord-est du Brésil était une région dans laquelle il y avait énormément d'analphabétisme. Et là, c'est en train de reculer. Alors, il ne faut pas croire qu'en 8 ans, on puisse faire des miracles, mais ça recule. Il y a vraiment des changements à ce niveau-là. Et c'est quelque chose de très, très important. Alors, pour autant, c'est quand même un pays qui est encore fortement marqué par des inégalités sociales extrêmement fortes. Elles se sont même accrues d'une certaine manière ces dernières années. Ce que l'on ne dit pas, on dit bien sûr que les pauvres sont un petit peu moins pauvres, mais ce qu'on ne dit pas, c'est que le nombre de millionnaires et de milliardaires a beaucoup augmenté, sous le régime de Lula, bien sûr aussi, parce que le pays est un pays très riche. C'est un pays qui, disons, dont la prospérité avait été accaparée par une très petite poignée de gens pendant très longtemps, tout au long de son histoire pratiquement. Et si vous voulez, ça, c'est vraiment quelque chose qui, depuis 20-30 ans, est en train de changer. Depuis la redémocratisation, ça commence à changer. Mais il est bien évident que ça commence à changer lentement, comme tout ce genre de transformation de fond. Parce que ce sont des transformations de fond. Et pour l'instant, disons que les classes moyennes se plaignent beaucoup, parce que les classes moyennes, quand je parle de classe moyenne, je parle d'universitaires, de gens qui sont employés dans des sociétés privées ou des sociétés publiques d'ailleurs, ou des ministères, etc. Eux ont vu quand même stagner un peu leurs revenus et ils ont trouvé que justement il y en avait qui s'enrichissaient trop et puis d'autres qui s'enrichissaient un petit peu. Là, ils n'avaient rien à dire contre ça. Mais enfin quand même, c'est vrai que les classes moyennes en ce moment quand même se plaignent. Alors il y a aussi des inégalités, notamment en matière agricole. 1% des propriétaires disposent de plus de la moitié des terres cultivables au Brésil. Résultat, des millions d'ouvriers agricoles sont dans une situation de pauvreté assez importante. On les appelle les paysans sans terre, notamment dans l'État du Pará, et c'est ce qu'on va voir, où un religieux dominicain, qui est avocat également, depuis des années accompagne et défend ces paysans sans terre. Il s'appelle le père Henri Burin Desrosiers, c'est une grande figure religieuse au Brésil. Je vous propose de le suivre dans cet extrait d'un documentaire produit par le CFRT et Bonobo Productions. C'est un documentaire de Christian Dutilleux et Thierry Derouet, ça s'appelle La loi de Dieu, la loi des hommes. On regarde. Henri Burin Desrosiers, frère dominicain âgé de 78 ans, est arrivé au Brésil il y a 30 ans, avant de s'installer au début des années 90 dans l'état du Pará, qualifié aujourd'hui encore de Far West brésilien. Il y a encore 40 ans, ces terres étaient couvertes de forêts vierges. Elles ont fait place à d'immenses pâturages où le bœuf est devenu roi. Ce bœuf, il est une valeur symbolique très forte. Ici, dans cette région, pour tous les grands éleveurs, ce qui importe, c'est le bœuf. Le bœuf est beaucoup plus important que l'être humain. Et les paysans, en plus, qui sont retirés du travail esclave, souvent disent les animaux sont beaucoup mieux traités que nous, ouvriers agricoles, qui souvent sont soumis à l'esclavage. 17 millions de têtes de bétail pour 3 fois moins d'humains. Des milliers d'hommes et de femmes attendent des terres depuis des années, alors que d'autres les comptent par dizaines de milliers d'hectares. Au Brésil, il n'existe pas de limite à la propriété privée. Bienvenue à Jinguara. Bienvenue au pays des bœufs, des grands propriétaires terriens appelés fazenderos, mais aussi de la pauvreté et de l'injustice. C'est ici que vit Frère Henri, religieux et avocat de la CPT, la Commission pastorale de la terre, créée en 1975 par l'épiscopat brésilien pour venir en aide aux petits paysans et à ceux qu'on appelle les sans-terre. L'inimitié et la haine des grands propriétaires terriens ont mûri avec les années.
À la clé, des menaces de mort répétées. Les dernières datent de l'automne 2007. Des menaces qui ont suscité des échos internationaux. Depuis février 2005 et l'assassinat d'une missionnaire américaine dans ce même état du Pará, Frère Henri est sous protection rapprochée 24 heures sur 24. Voilà le père Henri Burin-Desrosiers, dominicain et avocat. Marion Aubray, frère Henri Burin-Desrosiers, dans ce documentaire, évoque la commission pastorale de la terre. Quel est le rôle, ou quel a été le rôle de l'Église sur cette question des paysans sans terre? Ça a été un rôle vraiment très important, et en particulier dans la région dans laquelle il se trouve, mais également dans les années 70 et dans les années 80, dans tout le Brésil rural, parce que cette commission pastorale de la terre a justement aidé au début de la réforme agraire, en particulier dans l'État de São Paulo. J'ai moi-même travaillé. Ils ont aidé, si vous voulez, tous les gens qui étaient en lutte pour avoir un lopin de terre. Et dans l'État de São Paulo, il y a eu un début de réforme agraire, mais un des grands reproches qu'on fait aux deux gouvernements de Lula, c'est justement de n'avoir pas suffisamment donné d'importance à la réforme agraire. Et là, il faut dire quand même que l'Église a appuyé. L'Église avait appuyé aussi Lula, parce que en fait, Lula s'est formé dans la théologie de la libération, avec ce qu'on a appelé les communautés ecclésiales de base, et qui ont été très nombreuses au Brésil. C'est un des pays où il y en a eu le plus en Amérique latine, et qui ont été très nombreuses tant en milieu urbain qu'en milieu rural. Actuellement, il n'y en a pratiquement plus qu'en milieu rural, et elles sont soutenues justement par la Commission pastorale de la terre. Alors on l'a vu, quelques-uns de ces religieux sont menacés de mort, ont été menacés de mort. On a même eu la mort de sœur Dorothy Stang, une religieuse américaine, en 2005, qui a été assassinée dans le même état, dans l'état du Pará, au Brésil. Pourquoi il y a cette violence, et puis est-ce qu'elle a baissé finalement depuis quelques années? Écoutez, elle a peut-être un petit peu baissé, parce que je dirais que l'impunité a baissé. C'est-à-dire qu'on a quand même, comme il y a eu, vous vous rappelez peut-être de Chico Mendes, qui lui défendait l'écologie, hein, c'était pas sur un plan religieux, mais il a été assassiné. Et puis vous devez penser que tous ces gens qui travaillent, ces leaders qui travaillent dans la pastorale de la terre, pour beaucoup d'entre eux, sont également assassinés. C'est-à-dire, on parle des religieux, parce que souvent les religieux venaient de l'extérieur. Mais il faut quand même dire que parmi les Brésiliens, il y a eu une période où tous les week-ends, on avait 2-3 leaders qui étaient assassinés. Beaucoup d'entre eux, d'ailleurs, ne dorment jamais au même endroit de nuit de suite. Enfin, vous voyez, c'est parce que c'est vraiment une sorte de guerre qui se fait et qui est simplement là. Maintenant, il y a quand même, d'un point de vue juridique, ça a un petit peu changé. Il y a des gens qui ont été mis en prison. Alors, pour qu'on comprenne bien et très rapidement, pourquoi il y a cette inégalité dans la propriété, l'accès à la propriété de la terre? D'où ça vient historiquement? Historiquement, ça vient du fait que, d'abord, vous savez, quand le roi du Portugal s'est approprié le Brésil, en quelque sorte, comme c'était un immense territoire dans lequel, enfin, il n'était pas aussi grand qu'il l'est aujourd'hui, mais il était déjà très vaste, et comme c'était un territoire dans lequel il n'y avait pas assez de monde au Portugal pour y mettre des colons, il a demandé, enfin, il a nommé des militaires à qui il a donné des grands morceaux de terre qui représentent plus ou moins, parce que ça a changé un peu sur le plan historique, les États que nous connaissons maintenant. C'est-à-dire, à partir du littoral, il donnait un morceau de territoire à charge pour ces gens-là d'y mettre des colons, de pacifier les Indiens, etc. Donc, si vous voulez, automatiquement, les vieilles familles qui sont venues s'installer il y a très très longtemps se sont appropriées des terres qui en fait n'étaient à personne. Donc on hérite de cette histoire-là aujourd'hui. Exactement. Et alors bon, mais il y a eu d'autres choses qui se sont passées au XXe siècle. C'est par exemple en Amazonie, vous avez eu la Volkswagen à un moment qui a eu le droit d'acheter des millions d'hectares en Amazonie, et c'est elle qui a initié cette dynamique qu'on a vue, dont parlait le père Burin-Desrosiers, de mettre des bœufs, de couper la forêt, de mettre des bœufs à la place, enfin de faire des pâturages. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment très récent. Et on a vu s'accumuler, d'abord parce qu'il y avait une chose qui était très pratiquée, c'est-à-dire des gens venaient avec des faux
papier de propriété en disant c'est à moi. Ils expulsaient tous ceux qui étaient là. Et en fait, on les appelle les grilleros, et ce sont des gens qui n'ont aucun droit de propriété réelle. Et là, maintenant, quand même, depuis, disons, une quinzaine d'années, depuis la nouvelle Constitution, depuis 1985, il y a eu des lois qui ont été, disons, dans le sens de donner la propriété à ceux qui réellement ont des papiers corrects. Alors on parlait du rôle de l'Église sur cette question de la terre. L'Église catholique, justement, on peut en parler puisque depuis à peu près un peu plus d'un an, les évêques brésiliens ont fait région par région ce qu'on appelle une visite ad limina auprès de Benoît XVI, auprès du pape. Les visites ad limina, c'est à peu près une visite que fait chaque évêque tous les 5 ans. En général, c'est pays par pays et à l'intérieur, notamment des grands pays, région par région. Et donc, cette visite ad limina pour l'ensemble de l'épiscopat brésilien s'est achevée début novembre. Et il y a un mois, Benoît XVI recevait l'une des dernières délégations régionales épiscopales du Brésil. Je vous propose de revenir sur cette rencontre à travers ce reportage de l'agence H2O News. Proposer et annoncer l'Évangile, ne jamais l'imposer, c'est le style de l'Église missionnaire qui répond au mandat qui vient de Jésus-Christ. Benoît XVI l'a réaffirmé dans son discours aux évêques des régions Nord 1 et Nord-Est du Brésil, reçus au terme de leur visite à Limina. Dans l'engagement missionnaire, a rappelé le pape, l'Église doit veiller à ce que les personnes grandissent dans leur foi. La mission ne saurait donc se réduire à la simple recherche de méthodes visant à rendre l'Église plus attractive et en compétition avec d'autres groupes religieux ou idéologies relativistes. L'Église est catholique, a-t-il dit, parce qu'elle sait que chaque être humain doit expérimenter en Jésus-Christ une nouvelle existence et veut donc rendre accessible à chacun la bonne nouvelle de l'Évangile. Voilà, Benoît XVI. Marion Aubray, Benoît XVI évoque indirectement un peu dans cette intervention la concurrence notamment des évangéliques au Brésil. Je ne sais pas si le terme est exact, mais en tout cas c'est un terme qu'on peut employer, car en effet les évangéliques augmentent depuis une vingtaine d'années. On estime qu'il sera à peu près aujourd'hui 15%, c'est ça au Brésil, les évangéliques? C'est-à-dire, ils sont actuellement, au dernier recensement, le dernier recensement a eu lieu en l'an 2000, ils représentaient 18% de la population du Brésil. Mais si vous voulez, on fait une distinction entre les églises historiques du type luthérien, méthodiste, presbytérien, etc., et baptiste, des églises nouvelles telles que les églises pentecôtistes et néo-pentecôtistes. Or, dans disons, l'ensemble du protestantisme, les 18% en question, il y a plus de 15% qui représentent le mouvement pentecôtiste. D'accord, donc c'est 15% de pentecôtistes, en voilà, fait, précisément. Voilà, c'est 15% de pentecôtistes, mais 18% de protestants. Alors, l'Église catholique, moi, depuis que je travaille au Brésil, c'est-à-dire depuis un peu plus de 30 ans, même maintenant, j'ai vu réellement les effectifs de l'Église fondre. C'est-à-dire au niveau lorsque je suis arrivée, il y avait à peu près 98% de catholiques au Brésil. Je suis arrivée à la fin des années 70 et maintenant, ils ne sont plus que 72-71%. C'est pas autour de 70%, disons. Alors cette percée évangélique, on a pu notamment la toucher du doigt lors de ces dernières élections présidentielles, puisque une des candidates, Marina Silva, qui est la candidate écologiste, mais qui aussi est évangélique, membre d'une église évangélique qui s'appelle l'Assemblée de Dieu. Voilà. Elle a obtenu à peu près 20% des intentions de vote au premier tour, ce qui a été une surprise pour tout le monde. Ça veut dire qu'il y a eu derrière elle un vote évangélique. C'est nouveau. Parce que les Brésiliens dans la nature, mais il ne faut pas croire qu'il y ait 20% d'écologistes au Brésil. Non, pas du tout. Il est certain que le chiffre qu'elle a atteint, c'est un chiffre qui lui a été donné par tous les divers groupes évangéliques, parce qu'au Brésil, quand on est évangélique, on vote pour un évangélique. C'est de préférence. Pas systématiquement, mais enfin, surtout quand on est pentecôtiste. Quand on est évangélique en général, peut-être un peu moins, mais quand on est pentecôtiste, on vote automatiquement, soit pour un pasteur, soit pour quelqu'un qui appartient aux assemblées de Dieu, comme c'était le cas de Marine. Donc c'est un vote communautaire un petit peu Un vote communautaire, absolument, tout à fait. Et est-ce que c'est la première fois qu'il y avait un candidat évangélique à la présidence de la République, oui, oui, si je me rappelle bien, c'est la première fois, effectivement. Mais par contre, alors vous avez des candidats à tous les autres postes, tous les autres degrés, qui sont nombreux d'ailleurs au Brésil. Vous avez des candidats depuis 1982, des candidats évangéliques au niveau des députés fédéraux, au niveau des sénateurs, au niveau des députés de chacun des États.
et également au niveau municipal. Donc, ils sont très, disons, c'est très intéressant de voir comment ils se sont investis dans la politique depuis le début des années 80. Alors, pourquoi cette percée des évangéliques au Brésil, qui finalement date d'une vingtaine d'années? Quels sont les 2-3 éléments de réponse qu'on peut donner aujourd'hui? La percée des évangéliques est plus ancienne, c'est-à-dire que le pentecôtisme, en fait, s'est développé beaucoup à partir des années 50-60, vraiment avec des taux d'augmentation tout à fait énormes, des taux annuels. Mais disons que moi, les pentecôtistes, quand j'ai commencé à travailler avec eux, ces gens ne s'intéressaient pas à la politique. Bon, il faut dire que c'était le temps de la dictature encore. Hein, donc, mais de toute façon, comme il y avait une autorité qui était l'autorité des militaires à l'époque, et que dans ces églises-là, on prenait l'obéissance à l'autorité, c'était quelque chose de très important. Donc, on votait comme s'il y avait des votes, on devait voter comme disait le pasteur. Hein, donc, parce que le pasteur était l'autorité locale, en quelque sorte. Et ça, c'est quelque chose, disons, qui a totalement changé à partir des années 80, à partir de la nouvelle Constitution. Et là, ils ont vraiment commencé à faire énormément d'élections et aussi avoir beaucoup de représentants. Ce qui est très intéressant, c'est que dans leur discours, en fait, on disait aux fidèles, il faut voter pour les évangéliques parce que tous les autres sont des gens malhonnêtes. Donc, si vous votez pour un évangélique, vous allez enfin élire des politiques honnêtes. Or, il se trouve que les politiques en question évangéliques ont fait comme les autres, c'est-à-dire ils se sont laissés corrompre, et que là, il y a eu vraiment, aux dernières élections en particulier, il y a eu une forte chute de la représentation, ce qu'on appelle la bancada evangélica, c'est-à-dire le groupe évangélique à l'intérieur de la Chambre, aussi bien du côté du Sénat que du côté de la Chambre des députés, du Sénat, c'est-à-dire au niveau du Congrès. Est-ce que face à cette percée évangélique, le pentecôtisme aussi se développe dans l'Église catholique? Est-ce que c'est une réponse très rapidement? Bien sûr que c'est une réponse. Alors, il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il y a eu 2 phases, là, dernièrement, dans l'Église catholique de développement. Il y a d'abord eu la théologie de la libération, dont on a parlé tout à l'heure, les communautés ecclésiales de base, et ça a été quelque chose de très important. C'était l'option pour les pauvres, etc. Bon, mais il se trouve que l'Église romaine a jugé bon, à un moment, de trouver que la théologie de la libération était un petit peu trop politique et pas assez religieuse, parce que vous savez qu'il y a toujours, disons, des effets de balance entre le religieux et le politique. Et donc, comme c'est le moment où s'est développé à l'intérieur de l'Église catholique, bon, aux États-Unis et au Brésil très très rapidement, puisqu'à la fin des années 70, le renouveau charismatique, ça s'est énormément développé, effectivement, parce que le renouveau charismatique réinvestit l'émotion en religion. Bon. Et comme le pentecôtisme, disons l'explosion du pentecôtisme au Brésil, était en grande partie le résultat justement d'un investissement de l'émotionnel dans le religieux, ça a très bien marché aussi. Alors, c'est une chose quand même assez différenciée dans la mesure où, si vous voulez, du côté des catholiques, ça n'a pas eu les effets de conversion qu'on a vus chez les protestants, puisque les gens qui se convertissaient en général au pentecôtisme étaient des gens qui venaient de l'Église catholique. Donc il y avait un effet de conversion qui était très fort. Là, c'est plutôt, si vous voulez, un retour à la pratique. C'est-à-dire des gens qui n'étaient que très peu pratiquants, qui avaient été baptisés, etc., mais qui étaient très peu pratiquants, qui tout à coup, à travers le renouveau charismatique, sont revenus à la pratique. Et c'est une pratique, disons, très encadrée. Alors on arrive à peu près au bout de cette émission. Est-ce que cette évolution-là dit quelque chose, en quelques secondes, en quelques temps, de la religiosité populaire? Parce qu'on a par exemple à Aparecida, le grand sanctuaire d'Aparecida, qui est le deuxième sanctuaire le plus fréquenté au monde, on a quand même une religiosité très populaire au Brésil. Est-ce que vraiment cette évolution-là, elle rejoint l'identité brésilienne? Oui, absolument. C'est-à-dire que la dévotion mariale au Brésil, depuis que le Brésil européen existe, disons, ça s'est énormément développé. Vous avez un sans nombre de vierges dans toutes les régions du Brésil. Il y en a d'ailleurs qui ont été importées directement, bon, comme celle de Fatima, mais par exemple celle aussi qui défait les nœuds. Les nœuds, ce sont les nœuds de la vie, et qui a été importée d'Allemagne, par exemple. Mais si vous
voulez, Aparecida est vraiment la patronne. En 1930, elle a été nommée patronne, sainte patronne du Brésil. Et c'est vraiment un lieu où les gens vont faire un pèlerinage très important dans leur vie. Donc, typique de cette religiosité populaire au Brésil. Merci beaucoup Marion Aubray d'avoir accepté notre invitation dans cette émission Église du Monde consacrée au Brésil. Merci à vous de l'avoir suivi et on vous dit à très bientôt pour la prochaine édition d'Église du Monde. À bientôt.